Bonjour à tous. Donc, nous allons démarrer ce webinaire sur la laïcité dans les établissements de santé. Alors, quelques personnes sont encore en cours de connexion, donc je vais attendre quelques secondes, une minute plus ou moins, pour que l'ensemble des participants qui souhaitaient échanger avec nous puissent nous rejoindre. Merci aux présents et pour information, donc je suis Alexis Benfredge, chargé des solutions de Carinel, et je participe aussi aux formations, notamment sur les questions de laïcité et d'autres questions sur les faits religieux et la liberté d'expression dans les différents services, et essentiellement dans les services publics et la fonction hospitalière. Donc, il est 33, nous allons commencer le webinaire. Alors, on va traiter globalement de… ah oui, pardonnez-moi, est-ce que vous m'entendez bien déjà? Je préfère toujours demander. N'hésitez pas à m'écrire sur le lien de discussion s'il y a des soucis au niveau de l'audio ou toute autre demande spécifique. Ce chat est fait pour ça si vous avez des questions. Très bien, merci pour votre réponse. Donc, on va traiter de la laïcité, notamment avec l'évolution juridique de la situation aussi qu'en France, donc notamment avec les dernières mesures gouvernementales. Il faut savoir qu'il y a un nouveau comité interministériel de la laïcité qui est depuis cette année remplace l'Observatoire de la laïcité qui, lui, était présent depuis 2013. Donc, ce nouveau comité, il a élaboré tout un tas d'actions et d'engagements qu'il souhaite prendre dans les prochaines années. Donc, on va faire un point sur ça et notamment les intérêts de ces engagements de la laïcité et les enjeux dans les établissements de santé. Ensuite, appréhender le sens et la portée du principe de laïcité. Alors, on ne va pas faire tout un cours, ce n'est pas le but de ce webinaire d'histoire sur tous les enjeux, mais on va traiter les points essentiels tout de même. Et puis, quelles sont les ressources pour aborder la laïcité et les questions essentielles qui peuvent vous concerner dans les établissements. Donc là, on en a quelques-unes. Jusqu'où va le principe de neutralité des professionnels? Quels sont les droits du patient en matière de religion? Comment s'expriment les différentes religions aussi? Comment faire face à un refus du principe de laïcité? La question du prosélytisme, les différents espaces auxquels s'applique la laïcité, c'est ces questions que l'on va échanger pendant ce webinaire. Alors, la nomination d'un référent laïcité, ce n'est pas forcément quelque chose de nouveau, puisque pour avoir parcouru, échangé avec différents établissements, c'est déjà présent dans certains, mais là, c'est une obligation applicable dès le mois prochain, début 2022. Et chaque référent laïcité, dans toutes les administrations, hein, que ce soit hospitalières, les collectivités, etc., devront avoir un référent qui va accompagner, informer, diffuser les principes de la laïcité et répondre aux interrogations des agents qui seraient confrontés à un problème sur la laïcité. Enfin, l'actualisation de la charte et d'un guide de la laïcité dans les services publics, ça c'est pour ce mois-ci. Sur cette charte, alors il y en a eu plusieurs, elle existe déjà, elle est d'ailleurs souvent visible selon les services ou à l'entrée des établissements, mais là, elle va être actualisée avec un guide aussi qui répond aux questions actuelles. Chaque nouvel entrant dans la fonction publique devra suivre une formation de la laïcité dès 2022. Ça, c'est réellement quelque chose qui fait partie des nouveaux principes et surtout de la diffusion de la culture de la laïcité pour renforcer la compréhension de cette dernière auprès de l'ensemble des fonctionnaires. Et puis, une formation obligatoire dans les écoles de services publics également, notamment les écoles des cadres, mais aussi pour les formations initiales. Et puis, la grande mesure, c'est que l'ensemble des agents publics devront avoir été formés d'ici 2024-2025, donc ce qui laisse quelques années pour former l'ensemble des fonctionnaires du territoire français dans toutes les administrations publiques, les institutions, les collectivités.
et également avoir une partie je dirais, dédiée à la formation sur les établissements de droit privé, mais qui organisent une mission de service public. Et ça fait référence avec la loi sur le principe des valeurs de la République qui a été votée récemment, qui étend le respect de la laïcité auprès de personnes, de salariés, qui ne sont pas forcément fonctionnaires, mais qui œuvrent au sein d'un espace où il y a un service public. Ça, c'est réellement, je dirais, une nouveauté qui est à prendre en compte. Et pour la partie formation de tous les agents publics, le ministère de la Solidarité et de la Santé, il doit élaborer un cahier des charges prochainement, notamment pour expliquer quelles sont les notions, les points clés, les conduites à tenir pour les référents laïcité, d'une part, et l'ensemble des cadres des établissements, que ce soit administratifs, soignants et médicaux. Alors, sur le référent, il faut savoir que pour le moment, le nouveau comité interministériel de la laïcité, il l'a distingué en 3 niveaux dans le cadre du secteur santé. Un référent national, déjà. Donc, son rôle, ça sera d'animer le réseau des référents, de diffuser avec notamment les ARS et vraiment de maintenir un canal avec les référents locaux, donc les ARS et les établissements de santé. Ensuite, vient les référents en ARS. Donc, eux, ils seront directement placés auprès des directeurs généraux d'ARS pour assurer le lien entre les établissements et le niveau national et intervenir en appui auprès des référents laïcité des établissements de santé qui souhaitent notamment avoir un accompagnement plus prononcé. Donc, ces référents ARS auront cette mission-là, je dirais, et les référents enfin en établissement, eux qui seront au cœur des sujets de l'application de la laïcité, des questionnements, des interrogations sur le terrain, et qui seront chargés auprès des directeurs d'établissement d'assurer la diffusion du principe de la laïcité, mais aussi de faire un point sur les remontées trimestrielles de l'ensemble des questionnements, des problématiques qu'il y a pu y avoir, et de pouvoir gérer et traiter au mieux et surtout être proactif dans le respect des mesures, la réponse à apporter en cas de soucis liés à la laïcité ou tout simplement d'appréhension ou de mieux faire connaître les principes et le respect lorsque ceux-ci sont encore ambigus. Donc, je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez votre référent laïcité? Alors, je vous partage un sondage. Et comme ça, vous pourrez me répondre si oui ou non, déjà, dans votre établissement, vous connaissez votre référent. Alors, j'attends encore un petit peu. OK. Donc là, vous devriez voir les réponses. Sur 6 répondants, on en a 33% qui connaissent leur référent et 67% qui ne le connaissent pas. La question après est de savoir est-ce qu'il a déjà été nommé, tout simplement, ou alors, comme j'ai l'habitude aussi de le constater dans les établissements, il peut être nommé, mais pas forcément connu de tous. L'information n'est pas forcément descendu auprès des différentes personnes. Donc ça, c'est un point qui est aussi un enjeu important pour maîtriser les clés de la laïcité et intervenir dans l'établissement de santé. Enfin, sur le principe de la laïcité, donc là on va appréhender assez rapidement ce principe, mais vraiment revenir sur les points essentiels et surtout les quelques ambiguïtés qui sont pas souvent, qui sont mal comprises et qui peuvent être un peu le bouc émissaire de la laïcité, je dirais. Donc selon vous, à quoi s'oppose la laïcité? Je vous repartage un petit sondage aussi. La question c'est réellement à quoi s'oppose la laïcité?
N'hésitez pas, lancez-vous, il n'y a pas de, je dirais, il y a pas de fausse réponse. Comme je le disais, c'est un principe qui n'est pas forcément très clair, sur certains points ambigus, avec plusieurs nuances. Et c'est ça justement l'intérêt de pouvoir éclaircir les principes de la laïcité pour mieux comprendre d'où il vient, pourquoi il a été voté et comment il s'applique aujourd'hui. Il y a encore quelques réponses qui arrivent, donc j'attends quelques secondes. En tout cas, je vous remercie de votre participation. OK, donc j'arrête le sondage, je vais vous le partager. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un peu, je dirais, les réponses sont assez homogènes sur les différents choix possibles. Pour différentes raisons, c'est que les notions, donc volontairement, il y a une bonne réponse, hein, ça vous l'aurez compris, mais les différentes notions sont souvent très reliées, participent à l'atmosphère qui englobe, qui tourne autour de la laïcité et avec les différentes nuances, croyances, etc. Donc, je vais commencer par le bas. La neutralité n'est pas forcément l'opposition de la laïcité, tout simplement parce que il n'y a pas de neutralité dans tous les espaces, c'est seulement sur certains espaces. Ensuite, la religion n'est pas l'opposition de la laïcité. La laïcité ne s'oppose pas aux religions en tant que telles, puisqu'il y a une liberté d'exercice, de culte. Idem pour les croyances, il n'y a pas d'opposition face aux croyances directes, il y a une liberté de conscience, de culte. Et donc, enfin, vous l'aurez sans doute compris, l'opposition de la laïcité, c'est le cléricalisme. Le cléricalisme, les clercs, qui est tout simplement le pouvoir religieux, la prédominance du pouvoir religieux sur la vie publique et politique. C'est réellement ça qui s'oppose à la laïcité. C'est le fait qu'il n'y a pas de prédominance des intérêts religieux dans la vie de tous les jours, et notamment à travers la politique et l'espace public. Et c'est ça qui a été au cœur du débat de cette loi 1905, et déjà bien avant, où il y avait à l'époque, juste pour la petite notion, dès la fin 1800, début 1900, une France assez divisée entre les anti-cléricaux et le cléricalisme, pour justement essayer de sortir un peu de l'influence de l'Église sur la société et la politique française. Et ça a commencé bien avant, avec notamment la loi avec Jules Ferry sur l'enseignement, où il n'y avait plus d'enseignement religieux et l'école était laïque. Donc la liberté de conscience, c'est vraiment, je dirais, le principe premier de la laïcité. Donc, on va voir plus en détail les différents principes. Donc sur l'étymologie, on retrouve d'ailleurs que laïque, ça vient de laïcus, du grec laikos, c'est le peuple, et donc ça s'oppose à cléricus, le clergé, le cléricalisme. Ça permet réellement aussi de mieux partir, de mieux comprendre quels sont les enjeux derrière. Ensuite, donc, comme on l'appelle souvent, la loi de séparation de l'Église et de l'État. Il faut savoir qu'en 1946, elle est ajoutée dans le préambule de la Constitution, et qu'en 1958, l'article 1 de la Constitution impose à la République d'assurer l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Donc ça montre aussi qu'elle ne s'oppose pas aux religions, mais elle ne fait pas de distinction. Donc la laïcité, c'est la liberté d'avoir une opinion parmi d'autres. Elle autorise toutes les convictions tant que celles-ci respectent l'ordre public. Les trois principes et valeurs fondamentaux qui sont connus, mais qui sont nécessaires vraiment de bien reprendre, puisque à partir de ces principes découle tout un tas de mesures, et la logique de l'application, réellement, elle est présente dans ces principes. Hein. Donc c'est la liberté de conscience et la liberté de culte, puis la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses,
Et enfin, l'égalité de tous devant la loi, quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions. C'est réellement les trois principes à retenir de la laïcité. Donc, ça prouve également et ça reconnaît notamment que la République ne reconnaît ni ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En revanche, et notion importante, cela ne signifie pas qu'elle les ignore. Il y a une neutralité, notamment une neutralité dite par abstention. Il peut y avoir d'autres neutralités. Il y a les neutralités notamment sur le principe d'égalité. Si on prend le cas des médias, la télévision, par exemple, accorde un temps de parole à chaque religion, mais un temps de parole égal. Donc là, c'est une neutralité dite égalitaire. L'État, lui, c'est une neutralité plus par abstention, mais qui permet de ne pas prendre part pour les religions, mais néanmoins, il ne les ignore pas, puisqu'il y a, par exemple, au ministère de l'Intérieur, le bureau des cultes, qui va justement pouvoir échanger, communiquer avec les différents représentants religieux. Au contraire, elle assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes et en finançant notamment des aumôneries dans les établissements fermés. Ça, c'est la seule exception, je dirais, où l'État va financer directement un organe religieux, puisque les casernes, les hôpitaux qui nous concernent, les internats, les prisons, par définition, il n'y a pas d'église à l'intérieur, par exemple. Et sur ce principe, il y a la liberté de culte. Donc la liberté de culte, si les personnes, toutes les religions confondues, à l'hôpital, par exemple, ne peuvent plus avoir accès à leurs croyances, et bien là, c'est l'État qui, pour ce principe-là, va leur garantir en finançant des aumôniers. C'est une distinction. Alors, il y a quelques exceptions aussi en Alsace et en Lorraine pour des raisons historiques, mais c'est réellement cette nuance à prendre en compte. Et puis, une petite question également. Alors, je lance. Voilà. L'application de la laïcité est-elle identique dans tous les espaces? Très bien. Là, vous êtes en train de répondre, merci. Alors, je partage le sondage. Alors, intéressant également, donc selon 38% des répondants, oui, elle est identique dans tous les espaces, et selon 63%, donc plus de la majorité, non, elle n'est pas identique dans tous les espaces. Effectivement, il y a des distinctions à faire en fonction des différents espaces. Pour faire simple, on peut identifier 4 espaces de représentation de la laïcité. On peut par exemple avoir l'espace notamment neutre. Donc, qu'est-ce que l'espace neutre? C'est l'espace de l'administration, de l'État, d'une administration, d'un hôpital, d'une collectivité. Dans cet espace, il y a une neutralité. Enfin, il y a l'espace privé. Dans l'espace privé, chacun est libre d'appliquer sa religion qu'il le souhaite, de manifester sa religion comme il le souhaite. Il y a l'espace notamment public. Dans cet espace public, les différentes religions peuvent vivre en harmonie, se manifester en harmonie, au seul, je dirais, à la seule limite du respect de l'ordre public. On pourra voir plus tard quelles sont ces différentes limites. Et donc, il n'y a pas de laïcité, je dirais, cachée dans le public. Et quatrième espace, c'est le sacré. Donc, dans les différentes institutions religieuses, que ce soit une mosquée, une synagogue, une église, un temple bouddhiste, etc., dans ces institutions, c'est les règles du sacré qui prévaut et les personnes qui rentrent dans ces institutions respectent ces différentes règles. Donc ces 4 espaces, neutres, sacrés, publics, privés, vont avoir une application différente de la laïcité.
Enfin, on va s'intéresser au principe de neutralité, qui est un peu le socle dans les établissements publics, les établissements de santé notamment. Cette neutralité, elle va s'opérer dans l'exercice quotidien des fonctionnaires, puisque les agents publics sont tenus de respecter la laïcité dans toute sa dimension, c'est-à-dire de servir et de traiter de façon égale, sans distinction, tous les usagers, quelle que soit leur conviction philosophique ou religieuse, en faisant preuve d'une stricte neutralité. Donc c'est ça la neutralité. C'est qu'on ne doit pas manifester sa religion et les agents publics ne doivent pas non plus marquer une préférence à l'égard de telle ou telle conviction. Et on verra tout à l'heure les faits de prosélytisme et différents cas. Donc sur les restrictions qui peuvent avoir lieu sur la liberté de manifester la religion, on a notamment deux lois qui sont connues en France, celle de 2004 qui est le port de quelconque signe religieux qui va être interdit dans le milieu scolaire, notamment pour les élèves. Et puis, donc là, c'est sur l'émancipation, je dirais ce qui est sous-jacent à cette loi de 2004, c'est réellement permettre l'émancipation des enfants par l'école républicaine et qu'il n'y a pas de pression du religieux dans l'institution, dans le cadre éducationnel. Et enfin, en 2010, c'est la dissimulation du visage qui est interdite dans l'espace public. Donc, cette loi de 2010, elle fait référence aux différents cas de dissimulation du visage, que ce soit aux différents, notamment foulards religieux en fonction de différentes influences religieuses, qui peuvent avoir plusieurs noms, burqa, niqab, etc., mais aussi les différents cas de simulation je dirais, par personne qui souhaite ne pas se rendre visible des caméras, etc., tout simplement parce qu'il y a une phrase qui avait été reprise à l'époque, c'est que la République se vit à visage découvert. C'est un peu ça qui avait été rendu. Et d'autres considérations qui sont liées au bon fonctionnement de services ou d'impératifs peuvent être d'ordre public, de sécurité, de santé ou d'hygiène, où là, on peut avoir des restrictions sur des tenues religieuses. Donc là-dessus, c'est d'ailleurs le chef de service des établissements qui doit faire respecter ces différentes lois, que ce soit la loi de 2004 ou la loi de 2010 sur la dissimulation du visage. Donc la diversité religieuse en France au XXIe siècle, elle peut sembler être un défi pour la laïcité. Ce qui change le paysage religieux d'il y a un siècle, c'est certain. On dit souvent que la laïcité peut être le bouc émissaire de la diversité religieuse. Pas réellement. C'est plutôt, je dirais, une façon assez simpliste d'y voir des problèmes de laïcité, mais c'est surtout une question d'interprétation. La laïcité, si on regarde bien au niveau juridique, au niveau des applications, elle donne réponse aux différents problèmes culturels. Et je pense qu'il faut traiter la laïcité comme un fait culturel comme un autre pour pouvoir y répondre avec la diversité des différentes expressions religieuses. La laïcité, c'est ni une loi pro ni anti-religieuse. Elle garantit plus de liberté religieuse tout en respectant l'ordre public. C'est réellement un cas, je dirais, fondamental. Sur le principe de la neutralité, donc on y revient dans la fonction publique, les différentes croyances religieuses, elles ne doivent pas être visibles, notamment que ce soit un signe qui est destiné à marquer son appartenance à une religieuse, puisque ça constitue un manquement aux obligations du fonctionnaire, clairement. Et là-dessus, il appartient aussi à tout chef de service de veiller au respect de ce principe. Ça fait partie justement des circulaires, celle-ci du 15 mars 2017, du respect de la laïcité dans la fonction publique.
En établissement de santé, il y a aussi la charte de la personne hospitalisée, puisqu'il y a la laïcité au niveau des fonctionnaires, mais aussi des patients. Et il y a aussi des fois quelques incompréhensions, ambiguïtés qui est nécessaire de clarifier. L'établissement de santé, c'est certain qu'il doit respecter les croyances et les convictions des personnes accueillies. Et d'ailleurs, toute personne doit pouvoir être mise en mesure de participer à l'exercice de son culte. Donc, c'est le cas notamment de la présence des aumôniers, et l'expression des convictions religieuses ne doit pas porter atteinte ni au fonctionnement du service, ni à la qualité des soins, ni aux règles d'hygiène, et ni à la tranquillité des autres personnes hospitalisées et de leurs proches. Donc, cet extrait-là sur cette charte, ça permet déjà de bien cadrer l'expression de la laïcité pour la personne hospitalisée, par exemple. Donc, pour l'hôpital, ça va impliquer plusieurs choses. Là, j'en cite quelques-unes. Tous les patients sont traités de même façon, peu importe leur croyance religieuse. D'une part, les patients ne puissent douter de la neutralité des agents publics et les règles de neutralité doivent demeurer compatibles avec les exigences d'une bonne dispensation des soins telle qu'elle est définie par l'équipe médicale. Et enfin, l'interdiction de refuser des soins pour des motifs discriminatoires. Ça, c'est quelque chose de très important aussi. Et il y a eu plusieurs circulaires qui ont repris ces dimensions de la laïcité dans un établissement de soins. Enfin, il faut veiller à ce que l'expression des convictions religieuses ne porte pas atteinte, d'une part à la qualité des soins et aux règles d'hygiène, que ce soit notamment le malade, il doit accepter la tenue vestimentaire imposée, à la tranquillité des autres personnes et au fonctionnement régulier du service. Donc là, c'est le directeur d'établissement qui doit faire respecter strictement ces diverses dispositions, puisque il faut savoir que ça constitue bien sûr une garantie avant tout essentielle pour les malades eux-mêmes et pour le fonctionnement et l'organisation du service. Alors, quelques clés sur les discriminations à l'encontre d'un fonctionnaire ou d'un agent. Il convient que le malade puisse, en dehors des cas d'urgence, choisir librement son praticien. Ça fait partie des règles. Ce libre choix il doit être exercé par le malade, non par un proche, qui doit se concilier avec les règles d'organisation du service ou la délivrance des soins. Et enfin, ce libre choix du malade ne permet pas que la personne prise en charge puisse s'opposer à ce qu'un membre de l'équipe de soins procède à un acte de diagnostic ou de soins pour des motifs tirés de la religion reconnue ou supposée de ce dernier. Donc, pour faire simple, on voit bien qu'avec la neutralité, le principe de discrimination est bien réglé, bien présent pour l'agent qui travaille en établissement de soins, mais également pour le malade qui ne doit pas appliquer des jugements sur une religion supposée de ce dernier, par exemple. Alors, j'ai une question sur, notamment, à l'hôpital, une patiente peut-elle exiger d'être auscultée par une personne du même sexe? Sur cette question-là, on a la réponse qui est ici. Ce libre choix doit être exercé par le malade qui doit se concilier avec les règles d'organisation du service ou de la délivrance des soins. Sur ce principe-là, cette demande ne doit pas perturber la délivrance ou l'organisation des soins. Donc, lorsque c'est pas possible, il n'y a pas d'exigence qui est imposée, qui serait imposée liée à ça. Et encore moins si c'est justifié par un acte religieux. C'est surtout ça. Alors, petite étude de cas, la laïcité ne consiste qu'en la neutralité des agents du service public et pas celle de ses usagers. Ça, c'est une affiche qui était présente à l'entrée d'un centre hospitalier qui expliquait que cet espace est laïque et neutre et que du coup, le respect de cette neutralité suppose que les tenues vestimentaires ne présentant aucun signe ostensible lié à une religion quelle qu'elle soit. Là, on est clairement sur une incompréhension, une ambiguïté du phénomène de la laïcité, puisque l'établissement ne peut pas imposer aux patients, aux usagers,
de venir avec une neutralité. Les patients, comme on l'a vu, ont le droit au respect de leur culte au sein des établissements publics. En revanche, les fonctionnaires, eux, appliquent la neutralité. Alors, si on prend quelques études de cas, une chirurgienne, par exemple, d'un CHU, souhaite porter un foulard lorsqu'elle procède aux visites post-opératoires de ses patients. Il s'agit d'une atteinte à la neutralité des agents publics sur ce principe, sur le fait qu'un agent hospitalier, un homme, invoque des raisons religieuses pour refuser de serrer la main de ses collègues à une femme. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de règle qui impose des règles de politesse déterminées, hein, mais en revanche, ce comportement, il porte atteinte à la dignité des personnes et il est donc inacceptable et il peut recevoir la qualification de harcèlement moral ou de discrimination. Donc, par exemple, c'est un fait, je dirais, qui juridiquement peut se traiter. Le refus de se conformer à l'autorité d'une femme, là, il s'agit aussi de manière légale, d'une insubordination possible d'une sanction. On a quelques autres études de cas, hein, toujours en santé. Un brancardier exerce des pressions prosélytes quotidiennes sur une infirmière pour l'exercice de certaines pratiques religieuses. Il s'agit d'une violation de l'interdiction de prosélytisme dans la fonction publique. Alors, sur le cas du prosélytisme, il faut savoir que, contrairement à ce que l'on dit souvent, le prosélytisme, ce n'est pas interdit, puisque c'est la jurisprudence avait tranché d'ailleurs, je dirais, c'est inhérent aux différentes religions et le prosélytisme en soi n'est pas interdit. En revanche, le prosélytisme religieux qui va contraindre des personnes va être interdit et le prosélytisme tout court dans la fonction publique, dans l'espace neutre, lui est interdit. Donc ça, c'est une petite nuance. Deuxième cas, l'équipe hospitalière décide d'installer dans le hall de l'hôpital public un sapin de Noël. Alors un sapin de Noël, c'est à l'origine une tradition païenne et il n'est pas considéré comme un signe ou un symbole religieux, mais le symbole d'une fête largement laïcisée. C'est pour ça que l'on voit les différents sapins dans les administrations publiques. Une patiente s'oppose à être examinée en urgence par un médecin homme. Donc ça répond aussi à la question qui avait été posée tout à l'heure. Donc le droit de choisir son praticien ne s'applique pas en situation d'urgence. Si malgré tout elle refuse de se faire soigner par un médecin homme, nul ne peut la contraindre physiquement. Le médecin pourra faire appel à l'aumônier de l'établissement ou à toute personne pouvant assurer une médiation ou s'il estime nécessaire. C'est vrai qu'il faut, alors c'est pas très simple, hein, ça j'entends bien, mais les aumôniers ont aussi ce rôle-là de médiation dans les cas de croyance, de religion et de pratique des soins. Donc, sur ce fait-là, il faut aussi bien intégrer que, comme on l'a vu, le droit de choisir son praticien, il ne s'applique pas en situation d'urgence, mais on ne peut pas le contraindre physiquement. Il est bien aussi noté dans les circulaires qu'en cas de situation d'urgence, même si la personne n'était pas d'accord avec le médecin pratique le soin, il ne sera pas inquiété parce qu'il faisait face à une urgence vitale. Une question, si on met une crèche en bas du sapin, non. Les crèches ne sont pas admises en bas du sapin, puisque là, on représente un signe directement religieux. Alors, quelques principes de la laïcité. La laïcité, elle peut aussi se communiquer, se diffuser de différentes façons. On a par exemple une charte de la Fondation hospitalière privée qui reprend la laïcité. Un CHU peut aussi décider de remettre à l'État, je dirais, dans les services, de communiquer sur ces différents principes par des notes, par des différentes sensibilisations, par des échanges aussi. Il faut, je pense que pour appréhender la laïcité, pour mieux la faire connaître, aussi avec les différentes personnes qui composent l'établissement, les différentes croyances également, ce qui est important, c'est de pouvoir en discuter librement, d'échanger, de lever toutes les ambiguïtés. C'est ça qui peut permettre aussi d'apaiser certaines tensions et de mieux comprendre le respect des règles. C'est vraiment quelque chose qui est fondamental
dans un établissement public tel un hôpital. Enfin, quelques ressources sur la laïcité que je peux vous proposer, qui sont réellement intéressantes et avec tout un tas d'applications. La charte de la laïcité, donc comme je viens de le dire, les guides élaborés par l'Observatoire de la laïcité à l'époque. Il y a le nouveau comité interministériel qui va élaborer de nouveaux guides et des réponses précises sur ça. Et également le site internet de la fonction publique qui propose tout de même une rubrique assez complète dédiée au thème de la laïcité. Après, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir voir qu'est-ce qui existe dans l'établissement, dans votre établissement. Est-ce qu'il y a eu des écrits, des sessions d'information organisées dessus, voir comment aussi capitaliser sur tous ces documents, ces échanges, les remettre, les actualiser. Parfois, on s'aperçoit, dans un hôpital, on s'est aperçu qu'il y avait une incohérence complète écrite sur le livre d'accueil qui n'avait pas été relevé. Donc là, il fallait aussi réactualiser ça pour bien cadrer le principe de la laïcité, mieux diffuser les valeurs, son respect, afin de pouvoir être aussi clair sur, je dirais, les différentes applications et ne pas mettre de côté trop rapidement des ambiguïtés qui pourraient après être problématiques à gérer sur le long terme. Et plus le personnel est informé sereinement, librement, plus il pourra aussi pouvoir partager les bonnes paroles, pouvoir répondre convenablement aux patients, puisqu'il faut savoir qu'il faut, comme je disais ça tout à l'heure, la laïcité, c'est un fait culturel à traiter comme un autre. Donc, un hôpital où il y a quand même une présence très forte de la vie, de la mort. Toutes ces notions sont existentielles dans le religieux, dans les croyances. Donc forcément, les patients vont constamment, les patients religieux vont être en demande sur la pratique de rites, sur ces faits-là. Donc, il faut savoir échanger, il faut que le personnel puisse accompagner ces personnes sur des cas spécifiques. Il y a les aumôniers qui ont un rôle fondamental à jouer dessus. Et puis après, il y a la direction de l'établissement, les chefs de service qui peuvent accompagner, supporter, répondre aux interrogations, mais aussi faire de la médiation, plutôt privilégier bien sûr la médiation, l'échange, pédagogique à la sanction, sauf en cas de répétition, je dirais, sévère du non-respect d'un principe. Mais le fait d'être proactif et d'être ouvert permet avant tout une meilleure gestion et une gestion bienveillante de la laïcité en établissement de santé. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire sur ce webinaire consacré aux établissements publics de santé, publics et privés d'ailleurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à échanger par message ou directement de vive voix si vous souhaitez. Et vous pouvez également nous envoyer un message sur vos interrogations, sur vos projets, si vous souhaitez un accompagnement. Ça fait partie de nos missions. Mais en tout cas, ce qui m'intéressait, ce qui m'apportait aujourd'hui, c'est de vous apporter quelques clés de la laïcité, d'appréhension, de compréhension, notamment d'échéance sur les mesures avec le nouveau comité interministériel et la bonne application dans vos établissements. Donc, merci à vous pour votre écoute. Et encore une fois, si vous avez une question, n'hésitez pas, je suis toujours là pour vous répondre. Y a-t-il un grand nombre, voire de plus en plus de problèmes de laïcité à traiter en France? Oui, effectivement. On ne peut pas dire que ça ne pose pas de questions dans les différentes administrations. On prend le cas des établissements de santé, mais également dans les écoles, dans les associations, dans le privé, au sein des maires, des collectivités. Ça pose une réelle question
d'interrogation, aussi de réinterrogation de la laïcité, où à partir de faux postulats, certaines personnes vont tout de suite avoir une vision totalement déconnectée des principes, des valeurs, d'ailleurs des 3 premières valeurs qu'on a vues au début. Et du coup, bah, toutes les nuances vont être floues, ambiguës, et je dirais c'est vraiment cette mauvaise compréhension qui peut malheureusement engendrer différentes problématiques. Il faut savoir aussi qu'il y a certaines études le montrent que chez les jeunes, il y a un attachement plus rigoureux ces dernières années à la religion. Il faut savoir que la religion, comme je dirais, comme opium du peuple, comme elle pouvait l'être avant, elle peut être interprétée comme un marqueur de différence identitaire. Et à partir de là, on peut avoir des revendications, des incompréhensions ou alors des jeux de nuances qui peuvent être problématiques pour appliquer la laïcité. Ça, c'est quelque chose qu'il faut justement veiller et surtout être serein. Être serein, clair, s'appuyer sur le cadre juridique, sur l'existant, s'appuyer sur les faits et non pas sur des fausses croyances. Est-ce que les établissements médico-sociaux sont également concernés? Oui, bien sûr. Les établissements médicaux, les secteurs santé, social, ils sont concernés dès le moment où ils exercent une activité de service public. Ça, c'est tout à fait aussi prédominant dans la nouvelle loi sur le respect des valeurs, des principes de la République.